Salut à tous et demain c'est Saikyo. Avant de commencer quoi que ce soit, je me permets de vous renvoyer vers une vidéo que j'ai postée il y a très peu de temps, dans laquelle déjà je vous remercie pour être plus de 2000 abonnés à me suivre, et justement pour vous remercier de cela, j'organise un concours Twitter. Donc allez voir la petite vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous explique toutes les modalités de ce concours là-dedans. J'y explique également pourquoi il n'y aura pas de live le samedi 5 novembre, soit dans presque 2 semaines, à l'heure où je vous poste cette vidéo bien sûr. Donc, entrons dans le vif du sujet, et suite à ce sujet très mouvementé, avec ce fameux épisode 63 qui a fait beaucoup parler, et également mes propres lives sur la chaîne, sur lesquels vous étiez très nombreux à venir nous écouter vous parler et à vous répondre, à la fois KidCurb et moi, je vous remercie déjà pour votre présence et votre engouement pour ces lives, et vous propose donc aujourd'hui ma review finale bilan, comme j'aime l'appeler, de l'épisode 63 de Dragon Ball Super. Je vous épargne le léger passage qui a introduit l'épisode avec Bulma qui vient de faire le plein sur la machine à voyager dans le temps, etc. Et nous avons eu droit à une scène assez bien réalisée, montant vers le palais de Dende, donc dieu de la terre, Kami, nous mettant pile devant la salle de l'esprit du temps. Ça n'a pas traîné pour que celle-ci vole et parte en fumée et en explosion, car c'est Vegeta qui venait d'en sortir, empli de rage, et prêt à affronter Goku Black qui lui a déjà mis quelques raclés auparavant. Car pour rappel, Vegeta a passé une demi-journée dans la salle de l'esprit du temps, soit environ 6 mois. Car bien sûr, le temps ne s'y déroule pas de la même manière à l'intérieur que dans le monde des vivants que l'on connaît. Sachez que cette salle est aussi bien la zone que crée Whis, celle où Goku et Vegeta ont pu s'entraîner dedans, ont des fonctionnements très proches, et je vais très sûrement très prochainement vous en faire une vidéo pour vous donner mon ressenti vis-à-vis de ça et vous faire mes prédictions à ce propos. Bien que la scène n'était pas forcément très bien animée, le passage était quand même super cool et nous mettait bien dans l'ambiance pour le futur combat. En parallèle, ce qui me semble logique, on a eu Goku qui a fini son entraînement au Mafuba et part fièrement avec sa jarre entre les mains. Donc, en quelque sorte, on a un Vegeta qui a énormément progressé en termes de force brute et un Goku qui a appris quelque chose d'un peu plus spirituel, à savoir le Mafuba. Enfin, pas vraiment spirituel, mais a appris quelque chose de très technique qui n'a pas forcément augmenté sa propre force brute au combat. Une chose qui était très réussie dans cet épisode, sans être omniprésent, c'était l'humour. On n'avait pas vraiment de scènes répétitives avec Pilaf ou quoi que ce soit. D'ailleurs, les protagonistes de ces scènes d'humour n'étaient même pas Pilaf et sa bande. Au contraire, c'était par exemple dès le début d'épisode avec Mirai Trunks qui était sur son lit blessé, etc., qui dès son réveil a cru apercevoir Mai lui porter secours, etc., sauf que en fait c'était Yajirobe. Voilà, c'était le genre de scène qui me fait bien rire et qui est bien dans l'univers Dragon Ball. Je voudrais faire une petite pause à ce sujet-là, au fait que l'on ait commencé l'épisode avec un Mirai Trunks, déjà dans son, j'allais pas dire lit d'hôpital, mais on va dire dans son lit d'hôpital de fortune, parce que on l'a laissé dans le dernier épisode en train de retenir Goku Black et Zamasu immortel, en disant à toute la Team Z présente dans le futur, à savoir Goku, Vegeta, etc., de retourner dans le passé pour trouver une solution et que lui il restait au front pour les tenir, pour gagner du temps. Donc on s'imaginait reprendre sur une scène de combat. Or, on n'a rien eu du tout. Aucune transition, quasiment aucune explication. Comment ça se fait que Mirai Trunks a pu s'en tirer à si bon compte ? Arrivé à bout de son combat, à bout de force, comme on le voit là, c'est forcément Mai et Yajirobe qui l'ont sauvé. Ils ont déjà réussi l'exploit une fois avec des fumigènes et ce que l'on veut. Là, comment la scène a pu se produire ? Et est-ce que c'est pour ça que l'on n'a pas eu de transition, car c'était presque inexplicable, mais je pense que même si la scène aurait été un peu abusée, on aurait pu quand même avoir une scène de transition, quitte à refaire le coup qu'une armée terrienne revienne avec une sorte de bombe énorme, une sorte de lacrymogène de poison, je ne sais quoi, ça a l'air de les affecter aux deux ennemis. Pourquoi pas, ça aurait encore mis un peu l'armée terrienne en valeur, la résistance. Même si pour beaucoup d'entre nous, enfin je ne sais pas, peut-être, mais peut-être que ça nous aurait un peu paru un peu abusé que des dieux se fassent avoir par des armes terriennes, mais il faut bien pouvoir résister, sinon c'est fin de l'histoire. En tout cas, ça aurait été vraiment cool d'avoir une transition digne de ce nom, pour nous faire comprendre comment Trunks en est arrivé là, sans être trop amoché, et sans que ni Mai ni Yajirobe soient dans un état critique, ou même mort, ce qui semblerait être logique. Et d'ailleurs, quand je vous dis qu'il n'y a pas de transition, Yajirobe explique brièvement à Trunks que Mai est partie au front, donc elle a eu le temps de rentrer au QG et de repartir à la bataille, et pendant ce temps-là, on a Goku Black et Zamasu qui sont dans leur chalet tranquillement en train de boire du thé. Comment tout cela s'est arrivé, comment les esprits se sont calmés durant la bataille, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui leur a donné envie de rentrer dans leur QG propre à eux aussi, dans leur fameux chalet en pleine montagne, on n'en sait rien du tout. C'est comme si pour une raison ou une autre, ils avaient laissé tomber le combat. Et moi, si vous voulez mon avis, en tant que transition idéal, j'aurais bien aimé voir ces deux personnages-là en venir peut-être presque à bout avec Mirai Trunks, et tellement qu'ils sont devenus imbus de leur personne, c'est-à-dire qu'ils ont pris la grosse tête, qu'ils ont oublié ce que être modeste veut dire, qu'ils se prennent pour des dieux supérieurs, et bien les voir par exemple se retourner sur une très belle scène où ils partiraient en marchant en disant qu'ils attendent le retour de Goku et Vegeta pour mettre un terme final à cela, et que Trunks n'étant pas de face à leur tenir tête, face en tout cas à ces deux,
combinés, et bien que leur espèce de fierté divine, et pour Black même Saiyajin, les faisait battre en retraite, se prenant supérieur et ne ressentant aucune crainte par rapport à la menace de la Team Z. Ça aurait montré à quel point ils se considèrent comme des êtres si supérieurs que ça, et hors de danger de tout par leur immortalité et leur surpuissance, mais non, ça n'a même pas été le cas. Bon, la résistance terrienne a tout de même été mise en avant par la petite scène assez intéressante avec Mai qui tire une balle de sniper surboostée par les dons de Bulma en termes d'ingénierie, on va dire, et de technologie qu'elle maîtrise. Encore une fois, c'est discutable, mais il faut bien mettre en avant cette armée terrienne comme on le peut. Visiblement, la cible de ce tir était la Potara que porte Goku Black à son oreille gauche. En le touchant, ça a fait basculer Goku Black de sa chaise et ça l'a fait tomber. Je veux bien comprendre que ceci était une balle bien boostée, bien travaillée, mais ça aurait été cool, je vais chipoter un peu, d'avoir des informations sur le fusil en lui-même, car apparemment, c'est le même fusil que d'habitude, avec la même force, vous savez, la même force de frappe, etc. Je n'y connais presque rien en armes, mais la même puissance en tout cas, qui a permis de tirer des balles classiques, et cette balle-là, donc, la force de frappe de la balle n'aurait pas dû tant affecter que ça Black, mais bon, pourquoi pas, l'explication nous avait donné, tout est dans la balle. En tout cas, d'après l'impact que moi j'ai constaté dans l'épisode, il y a un rond clair qui se dessine autour de la Potara, mais c'est bien dommage qu'il nous ait pas montré directement où est-ce que la balle avait frappé. Car je suis très intéressé de savoir si elle l'a touché ou pas, car logiquement une Potara est destructible. Rappelez-vous que Vegeta, on en a parlé même en live, Vegeta et Goku ont pris leur Potara et les ont écrasés dans leurs propres mains. Et ils étaient en forme Saiyajin normale. Donc est-ce que Mai a raté son coup, a tiré sur la joue à Black ou quelque chose comme ça? Ou alors, est-ce qu'elle a touché la Potara, mais qu'elle n'a pas explosé tout simplement? Même la balle n'était pas suffisante pour la péter. L'explication n'est pas clairement donnée. C'est une remarque que je vous ai déjà faite dans la série, c'est que quand on nous donne des explications, ou que l'on essaie de nous faire comprendre quelque chose, c'est fait avec plus ou moins de maladresse. Le fait que ça ne soit pas forcément bien complet, bien explicite. Comme par exemple, la balle, ça reste ambigu, on peut se demander si elle a touché ou pas. Concernant les timelines et Zamasu, etc., je sais que beaucoup d'entre vous ont encore quelques questionnements là-dessus, car ça n'a pas bien été explicité, à mon sens en tout cas. Il y a une différence entre donner des explications et bien ficeler les explications, voilà, c'est un peu ça que je veux faire passer comme idée auprès de vous. Bon, bien sûr, une attaque ratée de la part des terriens, ça veut dire une contre-attaque de la part des dieux, que Mirai Trunks a réussi à détourner avec brio sous sa forme Super Saiyajin 2, qui semble assez logique, car c'était une attaque combinée de Black en forme normale et de Mirai Zamasu. Ça me semble assez logique ce qu'il vient de faire, sachant que l'attaque était dosée pour détruire des humains et pas des Saiyajin ou des guerriers. Donc c'est bien cohérent. Mais en tout cas, cette intervention de Mirai Trunks aura eu le don d'alerter les deux ennemis dans leur chalet, leur fameux chalet. Ça me fait toujours rire de les voir là-dedans, mais bon. Trunks nous a montré qu'il était capable de maîtriser sa transformation dès maintenant. Et c'est quelque chose que je vous avais annoncé dès la moitié de l'épisode 62. Je m'étais dit qu'il y avait eu une sorte de changement, dans le sens où Trunks était toujours en colère, mais la colère reste éphémère, les pics de colère sont éphémères. Et que malgré cela, il arrivait toujours à se transformer. Et d'ailleurs, le retour de ses pupilles le prouve. Ou encore le fait qu'il puisse se détransformer, carrément, il est tombé presque dans le coma, s'est réveillé en forme bien sûr normale, grâce au Senzu, et derrière a pu repuiser dans cette force-là, c'est-à-dire qu'il la maîtrise. Et d'après les visuels que l'on a eus, on a vraiment l'impression d'être en face d'une technique, d'une transformation transitoire. En tout cas, même si les visuels sont un peu difficiles à décrypter, il faut tout de même regarder le processus que Trunks entame. Il a l'air de partir depuis sa forme Super Saiyajin 1, de passer par le mode Dai Sandankai, c'est-à-dire quand il a les gros muscles, etc. Et ensuite de finaliser ça sur une forme Super Saiyajin 2. Et bien sûr, au milieu, il invoque une sorte de ki divin qui émane de lui, un ki bleu avec une sorte de poussière divine qui l'entoure, un peu comme d'habitude. Ce ki bleu ondulant. Et d'ailleurs, regardez le changement entre son ki tout au long. Au début, il est en pic, tel que celui d'un Super Saiyajin, et petit à petit, il se met à onduler tout autour de lui. Ça veut dire qu'il a une emprise divine sur son ki. Et finit donc par avoir un visuel très proche du Super Saiyajin 2 avec des cheveux encore un peu plus longs. Vraiment, cette transformation-là transpire la forme transitoire. Certainement, comme je l'avais annoncé, vers une forme divine, c'est-à-dire que l'on peut sûrement passer d'une base Saiyajin à une base Saiyajin divine sans passer par aucun rituel. Pour vous dire que Vegeta est sûrement passé par une forme transitoire de ce type-là pour obtenir le ki divin sans rituel. Goku a réalisé un rituel et a eu la première forme du Super Saiyajin God, la forme rouge, et a ensuite développé ses pouvoirs.
par le biais de l'entraînement, etc. et a réussi à assimiler cette aura-là divine au Super Saiyajin 1, ce qui a fait le mélange Super Saiyajin Blue. Mais pour le cas de Trunks et certainement de Vegeta, c'est différent. Visiblement, ils n'ont pas eu de rituel, en tout cas pour Trunks c'est sûr, pour Vegeta, on se pose encore la question. Mais ça me semblerait logique qu'arriver à une certaine maîtrise de leur niveau, en ayant peut-être même déjà côtoyé des dieux, Trunks en a côtoyé beaucoup, Vegeta aussi, qu'ils puissent sous l'impact d'émotions ou quelque chose de ce type-là, développer du ki divin supplémentaire, faisant d'eux des Super Saiyajin Blue par exemple. Et là, Trunks serait en phase transitoire justement. C'est donc un magnifique combat qui s'est entamé, et Trunks, lui aussi, s'est mis à planifier ses attaques et s'est dit qu'il fallait certainement isoler le Zamasu immortel pour pouvoir s'occuper de Black. Et il a réussi à le faire plutôt bien. En lui envoyant une attaque assez longue à encaisser pour Zamasu immortel, il se prend l'attaque de plein fouet. D'ailleurs, le visage qu'il fait, sa manière d'absorber l'énergie, m'a rappelé énormément l'air qu'avait sur son visage Super C17 dans Dragon Ball GT. Bon, aucun lien entre les deux, mais c'est juste une petite mention. Et ce Zamasu-là, immortel, nous raconte même qu'il adore apprécier les joies de son immortalité. Dès qu'il se prend une attaque, il adore presque se ruer dessus pour déjà courir Black et en même temps savourer son immortalité. Mais comme je vous ai déjà dit, attention, car Zamasu, du futur, a certainement formulé un mauvais vœu auprès de Super Shenron, car je suppose, grâce à de nombreux indices dispersés dans les multiples épisodes, que Mirai Zamasu a demandé l'immortalité pour son corps, et ne l'a pas demandé pour lui-même ou pour son âme. Il a demandé uniquement et visiblement pour son corps, ce qui risque de lui causer fortement sa perte. Car d'après moi, l'âme de Zamasu reste mortelle, et Zamasu n'a pas cessé de le répéter, que son corps était immortel, et il a même dit à Black de demander à ce que son corps lui aussi devienne immortel. Or, ce n'est peut-être pas le bon vœu à formuler, il faut être très très précis quand l'on s'adresse à un dragon. Ce sont des petites notions que je vous répète, mais que je trouve très importantes au fil des épisodes. Et comme d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ma chaîne, ça me semble aussi logique, quand il y a des petites précisions comme ça, de vous les faire. Et au passage, bienvenue à vous si vous découvrez mes vidéos. Ce n'est donc pas un échange de coups d'épée qui s'est suivi, mais plus Black qui a martelé deux coups de son espèce d'épée de ki contre Trunks, et d'ailleurs son épée a encore été très résistante. Pour pouvoir accueillir et résister sans s'ébrécher à des coups comme ça, c'est que son épée doit être vraiment particulière. Juste pour vous mentionner le fait que selon moi, cette épée pourrait s'avérer être plus que ce qu'elle ne paraît, pas la Z-Sword, car on a très bien vu dans le chapitre qu'elle a été détruite, mais elle pourrait être très importante, ses capacités au combat sont énormes. Et là, ça a été vraiment une partie de plaisir pour moi dans cet épisode, parce que il y a eu deux grands moments vraiment dans l'épisode, sans compter sa preview. La première, c'est celle-ci, là où Trunks s'est mis à clairement défoncer Goku Black, déjà parce qu'il a réussi à le ruser, il a réussi à mettre Mirai Zamasu de côté, il a réussi à lui détourner son attention par son épée, en s'en servant comme de leurre, et après à lui rentrer dedans à pleine puissance. Il l'a chargé vraiment comme il fallait, du mieux qu'il a pu, et il l'a terminé avec un canon garé qu'il nous avait jamais dévoilé, qu'il a certainement appris durant l'entraînement avec Vegeta. Et d'ailleurs, ça faisait partie des scènes eye catch qu'il y avait dans un des épisodes au moment où Trunks s'entraînait avec son père. Je vais voir si je peux retrouver ça pour vous l'afficher. Et en tout cas, même si on n'avait pas vu Trunks s'entraîner au canon Garrick, le petit eye catch le suggérait. Pour rappel, un eye catch, c'est les petites images qu'il y a entre la coupure de milieu d'épisode. Et donc, sur ce canon Garrick ultra chargé, et on voit très bien sur le visage à Trunks qu'il force encore plus avec sa veine, etc. qui sort sur le front, c'est synonyme dans Dragon Ball d'une poussée de puissance, surtout que ses cheveux se sont encore plus hérissés. Et j'ai vraiment adoré deux choses sur ce passage-là. C'est déjà que Goku Black n'a rien pu faire, et on a très bien vu ça, il s'est fait absorber, happer par cette vague d'énergie. Et je voudrais vous mentionner le fait que quand l'ennemi passe un peu comme ça en espèce de dessin crayonné, noir et blanc, etc., je vous l'affiche à l'écran, c'est souvent pour deux raisons. Soit parce que c'est le finish, c'est parce qu'il est en train de mourir, il se prend l'attaque finale. Soit c'est pour montrer qu'il s'est pris une très grosse attaque, vraiment, qui lui a fait très mal. Là, bien sûr, c'était pour jouer un peu sur le suspense, surtout auprès des enfants japonais. En voyant ça, ils ont dû se dire que Goku Black était peut-être mort déjà. Après, quand vous êtes un peu plus habitué aux antécédents de la série, etc., vous restez dans le doute, surtout que on ne voyait peut-être pas Trunks en venir à bout de Goku Black. Et surtout, de manière un peu improvisée comme ça, en pleine nuit, au bord de leur chalet. Mais en tout cas, il a réussi à mettre Black plus que hors-jeu, bien que ses réserves d'énergie étaient quasiment épuisées, et alors s'entama un combat, pas endiablé, mais un combat assez rythmé entre Zamasu du futur et Trunks. Trunks fut légèrement soutenu par son équipe de résistance, sa team résistance, on va dire, et a pu prendre le dessus, malgré ses réserves d'énergie vidées, a pu prendre le dessus et maîtriser Zamasu. Il a voulu tenter une sorte d'attaque pas suicide, mais presque, dans laquelle il s'est dit que les capacités de régénération de Mirai Zamasu n'étaient peut-être pas illimitées, et qu'à force de le détruire continuellement et de ne pas pouvoir le laisser se régénérer, il arriverait certainement à le tuer. C'est peut-être un très bon raisonnement que nous fait là Trunks, et peut-être même un des éléments clés pour en venir à bout. Cette attaque-là n'était pas sans rappeler l'explosion suicide de Majin Vegeta à l'époque, bien que beaucoup plus réduite,
Ou encore une fois, dans Dragon Ball GT, pour faire encore un parallèle avec cette série-là, quand le dragon a 4 étoiles, s'en est pris à Lee Shenron, l'a attrapé et l'a enfermé dans une sorte de boule de feu pour le faire une sorte d'attaque suicide et en finir avec lui. Comme dans ce cas-là, Trunks n'a pas réussi à en venir à bout car Black est intervenu avec pas mal d'égratignures sur lui, ce qui est une des premières fois, voire même la première fois où ça lui arrive en mode Super Saiyajin rosé. Preuve qu'il a pris de très lourdes attaques. Très lourde, tout est relatif, mais quand même par rapport à ses capacités de résistance qui semblaient être infinies jusqu'à présent, là on a bien vu qu'il pouvait souffrir. Et ça marque un pas, ça marque une transition dans la série vers le fait qu'on va pouvoir en venir à bout de ses ennemis, concrètement. Et le fait de voir Black agir comme ça me laisse légèrement perplexe. Est-ce qu'il a fait ça juste pour en venir à bout de Trunks, pour le finir, ou est-ce qu'il a fait ça pour réellement sauver Zamasu, car il se doutait que ses capacités de régénération ne seraient pas infinies et que quelque part ça serait peut-être son âme qui finirait par être détruite à force de ne pas se régénérer. On en revient donc au fait que son âme ne soit pas immortelle. En tout cas, retenez bien là que l'on possède peut-être une piste sur les capacités et les moyens de tuer, de venir à bout d'un être immortel. À la fois sur le mauvais vœu réalisé et à la fois sur la méthode, c'est-à-dire une technique dans laquelle il ne pourrait pas se régénérer. Après cette très belle prestation de Trunks, c'est bien sûr à Goku et Vegeta et Bulma d'entrer en scène. Black rajoute de la menace et du suspense dans l'intrigue en détruisant la Time Machine. Je voudrais tout de même vous mentionner que celle-ci n'a pas été pleinement détruite. Elle est là, en débris, en morceaux, etc. Ce qui veut dire qu'elle est réparable. Black n'a pas fait une attaque suffisante pour la péter complètement. C'est voulu, scénaristiquement c'est voulu. C'est pour faire monter la pression tout en gardant une piste de pouvoir retourner dans le passé ou le présent. Ce qui d'ailleurs a permis de faire comprendre que la jarre pour le Mafuba venait d'être pétée et nous renvoie une nouvelle fois vers la débilité de Goku. Mais j'ai envie de vous dire que cette blague-là sur Goku n'est pas mal placée, n'est pas malvenue. C'est une très bonne blague, une très bonne phase d'humour. J'ai beaucoup aimé. Le seul souci, c'est que Goku n'a pas arrêté de passer pour un âne durant cette série. Et du coup, empiler cette blague-là par-dessus le décrédibilise encore. Alors que si les blagues précédentes concernant le fait qu'il n'avait jamais embrassé sa femme, etc. n'avaient pas été faites, cette blague-là concernant le fait qu'il a oublié sa jarre à Mafuba serait très très bien passé auprès de nous tous, je vous l'assure vraiment. En tout cas, c'est presque une double scène d'humour que l'on a eu, car on a eu aussi droit au vent qu'ont mis Goku et Vegeta à Zamasu et Black, avec ce fameux Mirai Zamasu qui était encore en train de faire son discours sur la justice, etc. Les humains, même nous, on commence à en avoir marre. Au début, ça lui donnait un peu de prestance, mais maintenant, on en a marre. On a vraiment l'impression d'entendre un cinglé répéter les mêmes mots. Et Goku et Vegeta n'y ont pas prêté attention, et preuve que ce Zamasu est un peu moitié fou, c'est qu'il dit lui-même qu'il apprécie s'entendre parler et que ses propos lui font plaisir à entendre, même si personne ne l'écoute derrière à part lui-même. Bien sûr, le seul dans l'histoire qui l'a compris, c'est Goku Black. Qui peut mieux comprendre un fou que lui-même? En tout cas, c'est juste avant que le combat ne se lance, que l'on entre dans le vif du sujet, que notre bon vieux Gowasu, accompagné de Kaioshin, et ça c'est très très important à noter, arrive dans cette timeline. C'est quelque chose dont nous avions déjà discuté avec la plupart d'entre vous dans le live que nous avions fait de samedi à dimanche, et que je vous interrogeais beaucoup sur la couleur de la bague qu'utilisait Gowasu. Et comme nombreux d'entre vous me l'avaient fait remarquer, celle-ci est devenue légèrement verte pendant un moment pour redevenir grise, sachant que moi je partais de l'idée qu'une bague verte servait à voyager dans une autre timeline. Et ça m'a choqué de voir arriver Gowasu avec une bague grise, qui voudrait dire en soi qu'il venait de cette même timeline-là, celle de Trunks. Or, la time ring de Gowasu s'est bien transformée de couleur verte, ce qui prouve que c'est soit la time ring grise de base qui permet elle-même de voyager dans les timelines et que les time rings vertes se feraient office de décoration, d'information pour savoir que des timelines ont été créées, ou alors une idée plus intéressante, je trouve, en tout cas que je vous avais soumise durant le live et je me permets de la soumettre ici, c'est que en quelque sorte on pourrait accumuler, fusionner les bagues entre elles, les time rings entre elles, un peu comme si vous mettiez une bague sur votre doigt et par-dessus vous mettiez les 4 autres. Et qu'elles fusionneraient tout simplement. C'est fort probable que ça soit une méthode comme ça qui soit appliquée afin de voyager à travers toutes les timelines et de ne pas posséder 5 bagues sur chacun des doigts de sa main. Ce qui ferait un peu bizarre. Après, pour les défusionner, je ne sais pas, peut-être que vous posez simplement la time ring grise dans son socle et que derrière les 4 time rings vertes apparaissent tout bêtement. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est la présence de Kaioshin de l'univers 7, celui que l'on connaît, malhabilement nommé dans la VF, Neptune. Il a 2 rôles principaux dans cet épisode-là. Le premier, très explicite, est de nous donner des informations sur Whis, que j'ai vraiment adoré. Goku a eu la très belle réflexion de demander à Kaioshin-sama où se trouvait Mirai Whis, le Whis du futur, car il lui dit « D'accord, ton double du futur, à toi Kaioshin, est mort, Beerus du futur est mort, mais qu'en est-il de Whis? Celui-ci est bien plus sérieux, en voulant dire celui-ci est beaucoup plus fort. Il ne pourrait pas se laisser avoir par Black et Zamasu au combat, ça c'est clair. » Et Kaioshin nous fait alors une révélation majeure, vraiment une révélation majeure à propos de Whis, et sûrement à propos de ses semblables, tels que Vada,
Barbados, et implicitement à propos du grand prêtre, en nous disant que Whis est un ange, en utilisant le mot Tenchi en japonais. Outre le fait que Goku est très étonné de cela, fait une petite blague sur le fait que les anges ont des ailes, etc. Ce qui est important à comprendre et à noter, c'est quand Kaioshin a dit qu'un ange cesse de fonctionner, cesse ses fonctions, dès que le dieu qui l'assiste et qu'il protège meurt ou disparaît, en attendant qu'un nouveau dieu apparaisse. Ce qui est très important, c'est que Kaioshin n'a pas parlé de dieu de la destruction, il a dit dieu, il n'a pas dit Akaishin. Il a très bien dit quand le dieu assisté par un ange décède. Ça voudrait peut-être dire et suggérer alors, voire même sûrement si l'on en croit les termes utilisés, que un être tel que Whis peut assister autre chose, un autre être, un autre dieu qu'un dieu de la destruction. Certes, on n'a jamais vu ça auprès des Kaioshin, mais peut-être qu'il y a même encore d'autres dieux que l'on nous cache qui sont protégés par ce type d'ange. Ou alors c'est juste le vocabulaire employé dans l'épisode qui était mal approprié. En tout cas, il aurait fallu soit préciser le mot Akaishin et donc nous parler de dieu de la destruction, soit alors le mot dieu est à prendre au sens large et un ange peut assister plusieurs types de divinités, tels que le grand prêtre pourrait être l'assistant personnel, alors l'ange protecteur de Zeno en quelque sorte. Bien sûr, le second rôle de Kaioshin, c'est de nous soumettre l'idée qu'une fusion va avoir lieu. Une fusion Potara, telle que Végétaux, comme on l'a connu dans l'arc Buu, face à Bugohan. De nombreux éléments vont dans ce sens-là. Je vous prépare une vidéo à ce sujet, une sorte de prédiction un peu plus détaillée qu'une prédiction habituelle, dans laquelle je vais vous apporter les preuves qui courent en ce moment. Je suis en train de recentrer ça. Ce sera entre 5 et 10 preuves pour vous montrer qu'une fusion Potara arrive. Végétaux sûrement. Le combat s'engage alors parce que les deux Zamasu ont voulu tuer Gowasu une nouvelle fois. Les deux teams adverses s'échangent de nombreux regards et j'ai beaucoup aimé le passage où Goku a demandé à Vegeta lequel des adversaires il voulait prendre et Vegeta sans hésitation a répondu celui qui te ressemble, à savoir Goku Black, en lui disant qu'il était devenu supérieur au Goku original et que alors il ne craignait plus rien de cette pâle copie qu'est Goku Black, du faux. Et clairement pour moi Vegeta n'a pas tort, il est supérieur aux deux Goku, du moins dans l'épisode 63 il est supérieur aux deux Goku largement. Il a dominé très largement, très clairement Goku Black, il a mené son combat d'une main de maître, il a même réussi à esquiver ses coups avec l'épée de Ki et a même réussi à la parer à main nue, alors que cette épée jusqu'à présent était arrivée à transpercer tous les corps qu'elle touchait concrètement. Les chorégraphies de combat était magnifique et aussi bien que l'animation. Bon, on peut toujours trouver des éléments à refaire, mais l'animation dans son ensemble était plus que bien, plus que plaisante. Tous les effets autour étaient incroyables. On sentait quand même une puissance s'en émaner. Alors bien sûr, je reste toujours sur mes idées comme quoi l'impact des combats entre ces êtres un peu divins n'est pas assez montré à l'écran. Mais quand même, ça faisait un très joli combat, un très beau combat entre ces deux êtres. Et d'ailleurs, Mirai Zamasu l'a très vite compris en allant prêter main forte à Goku Black et en essayant de dévier l'attention, de dévier complètement la trajectoire de Vegeta. Mais ensuite, Goku était là et assurait les arrières de Vegeta. C'était vraiment Vegeta qui était mis en avant face à l'ennemi le plus puissant des deux. Bien que Zamasu est une grosse problématique car il est immortel. Et pour cela, Goku s'en occupe. Il est prêt à gaspiller de son énergie si cela permet à Vegeta de gagner du temps et voire même d'en finir avec Black. Une impression très particulière que m'a donné Zamasu, c'est que quand il se prend de très gros coups, comme là Goku l'a très fortement enchaîné, Zamasu finit au sol et finit comme s'il était mort en fait. Et d'un coup on le voit se relever et reprendre connaissance. C'est presque comme s'il mourait et qu'il reprenait connaissance ensuite. Pas vraiment une sorte d'immortalité, mais comme un cycle de mort et de renaissance qui se passait en lui. C'est peut-être les effets de l'immortalité de Super Shenron, mais en tout cas c'est étrange. De toute façon, c'est la première fois qu'on voit un personnage immortel dans Dragon Ball, mis à part Garlic qui faisait partie d'OAV et de hors-série. Donc on ne peut pas vraiment juger, ou comparer du moins. Je vous avais également dit que la Time Machine serait très rapidement réparée, et ça va se prouver avec le garage portatif qu'a amené Bulma, avec ses capsules de Capsule Corporation justement, où elle nous sort un garage complet, et elle dit qu'elle va pouvoir réparer la Time Machine très rapidement en un éclair, en un rien de temps. Une question que je me pose est par rapport aux propos de Gowasu qui a dit à Zamasu qu'il lui a ordonné de rassembler les Dragon Ball de ce monde-là, et d'invoquer Shenron, afin de pouvoir ressusciter tous les êtres vivants. Alors déjà, en termes de vocabulaire, c'est bien Dragon Ball qui est prononcé et non pas Super Dragon Ball. Est-ce qu'il faisait vraiment allusion au Super Dragon Ball? Je ne sais pas. Ensuite, Goku Black répond aussi en utilisant les termes de Dragon Ball et en lui disant qu'il a détruit toutes les Dragon Ball de ce monde. On peut l'interpréter de manière différente. J'aimerais bien l'interpréter de manière, en tout cas moi, à me dire qu'ils ont détruit les Super Dragon Ball, mais aussi tous les autres types de Dragon Ball, à savoir celle de Namek, sachant que celle de la Terre n'existe déjà plus. Par contre, une chose que je me disais en faisant le lien avec Bulma, est-ce que si elle rassemblait toutes les Dragon Ball, celle de Shenron, que l'on connaît, de la Terre, dans le monde que l'on connaît, elle les rassemble toutes avec son Dragon Radar, etc., et qu'elle les met dans une capsule de Capsule Corporation. Déjà, est-ce que cette manipulation marcherait? Et si elle arrivait à les mener dans le futur,
Est-ce que Shenron serait invoqué ou est-ce qu'alors les Dragon Ball seraient inactives car leur dieu, enfin le Namek Dende, ne serait pas dans le même monde? Je pense que c'est une bonne question à se poser. On n'a jamais vu vraiment si quelque chose d'une timeline pouvait fonctionner dans l'autre, surtout en termes de spiritualité, de divinité, etc. Parce que bien sûr la time machine marche dans une timeline et l'autre, mais c'est un objet technologique. Mais tout ce qui est vivant, divin et qui a un esprit, etc., est-ce que ça peut vivre, est-ce que ça peut fonctionner dans une autre timeline? Est-ce que des pouvoirs magiques peuvent marcher d'un univers à l'autre, d'une timeline à l'autre? Le combat alors entre Goku Black et Vegeta a atteint son maximum, où Vegeta arrive à contenir à main nue, il arrive à contenir l'attaque avec l'épée de ki de Black. Pourtant elle semblait tellement tranchante et tellement chargée du ki de Black, elle semblait inarrêtable. Sauf mis à part l'épée de Trunks qui faisait bien le travail, mais en termes d'humain, personne n'arrivait à arrêter ça à main nue en tout cas. Preuve que Vegeta a clairement augmenté en termes de puissance, de résistance. Dans tous les cas, ça porte ses fruits et les enchaînements qu'a fait Vegeta à Black étaient encore une nouvelle fois magnifiques, il n'y a pas d'autre mot. Peut-être que ça va vous sembler répétition, mais c'était vraiment extraordinaire de voir Vegeta dans cet état-là, de voir le traitement de Vegeta ici, enfin du vrai Vegeta. Et on a eu du coup un Vegeta vraiment très fort du début à la fin, qui n'a pas démérité, et qui ne s'est pas pris un vieux coup en fin d'épisode qui le décrédibilise totalement. Pour une fois, on a rendu à Vegeta ce qui appartient à Vegeta, sa fierté de Prince Saiyajin. Il a même fait la morale à Goku Black en lui disant que voler ce corps, c'était la pire des erreurs qu'il ait pu faire, car il ne le maîtrisera jamais complètement, car ceci est dû à l'histoire de Goku, au combat qu'il a mené, et même en faisant référence au combat qu'il a eu contre Vegeta lui-même, et que les cellules Saiyajin ne sont exploitables que par un Saiyajin corps et âme, et rien d'autre. Et même un dieu ne peut pas faire ça. Et vraiment, quel moment magnifique au moment où Goku Black est encore plus étonné de ce qui se passe et demande à Vegeta « Mais comment as-tu pu obtenir cette puissance-là » Vegeta s'empare de sa tête, lui dit « Tu veux savoir pourquoi ?» et lui met un énorme coup de tête qui s'ensuit avec un coup vraiment directement dans son ventre. Sa fierté explose et nous annonce la fin de l'épisode. Et également qu'il pouvait encore un peu plus monter sa puissance. Regardez ce ki divin électrifiant d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ki divin ondule. Là, il est vraiment très électrifié. Bon ok, ça fait un petit peu sapin de Noël bleu, mais vraiment son ki est magnifique on va dire. Vous commencez à me connaître et on en arrive au moment que je préfère le plus souvent dans les épisodes, c'est-à-dire la preview du prochain. C'est un peu bête de le dire comme ça, ce n'est pas un troll, c'est juste la vérité et mon ressenti, c'est-à-dire que les previews sont tellement bien montées, ficelées, etc., qu'elles me mettent beaucoup plus en haleine que l'épisode en lui-même. Beaucoup de choses s'y passent. On voit alors que concrètement Goku Black arrive à se créer des clones. Ils ont vraiment des têtes de clones, ils agissent tous pareil, ils n'ont pas l'air d'être indépendants chacun, ils ont d'ailleurs une couleur un peu magenta, je ne saurais pas comment dire sur leurs cheveux, ils ont l'air beaucoup plus maigres que le Goku Black originel, et en plus ils ont la peau un peu grisâtre. De plus, à chaque fois qu'ils se prennent un coup, ils ont l'air de se faire reconstruire. Ce qui avait fait penser un abonné au fameux gaz Destron dans l'OAV où Goku et sa bande se battent contre Aichak et le Dr Aichi. C'est vrai, ça y ressemble un peu, sauf que là le gaz est rose. Bon, le fait de voir un être rose se reconstruire, ça m'a aussi fait penser à Majin Buu, forcément. J'ai ma petite théorie là-dessus, j'ai ma petite idée sur la naissance, la conception de ces clones, et je vous en ferai part dans ma review du futur, de l'épisode 64, donc restez sur le qui-vive, cela va arriver sur la chaîne très rapidement, enfin du moins le temps que je finalise tout ça. Et un des passages que j'ai préféré de cette preview-là, c'est ce passage-là avec Goku Black qui tient une espèce de faux qui semble être créé par son propre ki. Et les faux, etc., nous renvoient directement vers tout ce qui est Shinigami, dieu de la mort. Je me demande énormément, et j'y réfléchis, j'y travaille beaucoup, à ce que cela peut mener, en termes de scénario. Parce que c'est bien beau d'avoir une phase cool, quelque chose de bien dessiné, mais il faut se demander ce que ça apporte au scénario. Et en parlant de scénario, regardez ce Vegeta à droite, les bras croisés, qui regarde la situation. Pour moi, j'ai l'impression que l'arc Cell est en train de se reproduire. Je vous avais déjà dit que l'arc Goku Black, dans les grandes lignes, était une sorte de repompage de l'arc Cell. Repompage pas au sens mauvais du terme, même, ils ont très bien eu raison de le faire, ça marche très très bien. Surtout avec les années qui ont passé, on peut se le permettre. Ce qui m'amène à croire alors que Vegeta a atteint cette forme, en plus en sortant de la salle d'esprit du temps, comme dans l'arc Cell, défie l'ennemi principal, lui donne une bonne correction, mais risque de permettre à celui-ci de s'améliorer, d'augmenter sa puissance par un moyen ou un autre. Cette espèce de faille que vous voyez en face de vous n'est pas rien. Beaucoup en commentaire m'ont dit ça ressemble à un Garganta de Bleach. Oui, ça ressemble au Garganta. Bien sûr, je détaillerai cela beaucoup plus dans ma review du futur épisode 64, mais pour vous donner un avis, je trouve que cela ressemble énormément à une sorte de faille temporelle. Comment elle a été créée, etc., j'ai aussi mon avis là-dessus. J'ai mes idées, j'ai mes prédictions, je vous en ferai part toujours dans cette fameuse review du futur épisode 64. Et bien sûr, le moment que beaucoup de personnes attendaient, c'était de savoir si cette fameuse fusion Zamasu Black allait être teasée, car elle nous avait été spoilée dans les résumés des épisodes, les synopsis et les titres, un fameux dieu suprême. Et ce fameux dieu est là, il apparaît sous nos yeux. Comment cela se produit? Je vous réserve mes explications sur comment cela se produit, mais j'aimerais vous donner mon avis sur cette fusion-là. Déjà, vous donner mon avis sur l'esthétisme. Le corps, les vêtements ressemblent beaucoup, vraiment, et c'est même normal, à un mélange des vêtements que portait Goku Black et de ceux de Zamasu. Et j'aime beaucoup le résultat final. Par contre, là où je pêche un peu, c'est sur son visage et sa peau verte.
Je sais que ça plaît à certains d'entre vous, ça déplaît énormément à d'autres aussi. Moi, je suis plutôt mitigé, j'attends de le voir en mouvement dans le fameux épisode 64, mais pour le moment, je peux dire que je ne suis pas très fan. Mon avis est susceptible de changer, mais pour le moment, je trouve pas ça super. On dirait surtout un Zamasu en soirée costumée qui s'est foutu une perruque de Goku sur la tête. Et en plus, une perruque délavée étant donné que les cheveux sont blancs. Bon, avec plus de sérieux, on nous amorce là cette espèce de Super Saiyajin White, avec quelques reflets légèrement mauves mais vraiment blancs. Son aura est très divine aussi. On le voit, il est encore plus fondu que celui que peuvent avoir les Super Saiyajin Blue, ce qui est preuve de sa suprématie et certainement de sa puissance. Une dernière chose que j'aimerais vous mentionner, c'est ce fameux sourire de Vegeta. Je suis persuadé qu'il est en réaction de la vue de la fusion, ce qui me fait faire le lien avec le screenshot que je vous ai montré il y a une petite minute en arrière, là où Vegeta avec les bras croisés et il laissait faire son adversaire. Il est en train d'être de plus arrogant et fier de sa puissance, de sa suprématie, et risque de laisser Goku Black et Zamasu fusionner, et ça, Vegeta risque de le payer vraiment très cher, c'est même sûr. Vegeta ne pourra pas faire face à la fusion de ces deux êtres-là. On a très bien vu que quand ils attaquent à deux de manière synchronisée, leurs attaques, leur niveau de ki, etc. est amplifié. Ça ressemble même à des attaques de dieux de la destruction. Alors imaginez ces deux-là réunis, l'ampleur de leur pouvoir. Une petite question que j'aimerais vous soumettre avant de terminer, de conclure sur cette review-là, c'est de vous montrer une nouvelle fois ce screenshot et de vous interpeller sur la main droite, enfin pour vous ça sera à gauche, vous regardez à gauche, mais c'est la main droite de ce fameux Black Zamasu, on va l'appeler comme ça, et regardez la bague qu'il porte, la time ring, elle est verte exactement de la même couleur que la peau à Zamasu. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur des animateurs qui n'ont pas bien colorisé tout ça, etc. Ou est-ce que ça a un lien réel avec la couleur de la bague? Est-ce que cette bague s'est en quelque sorte fondue à son propre corps, et c'est pour ça qu'elle a cette couleur-là? Il se pourrait que ce Zamasu ait intégré la time ring à lui-même, ce qui ferait en sorte que les pouvoirs temporels seraient inscrits carrément dans son corps et même plus dans la bague en fait. En tout cas, venez me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cette petite question-là que je viens de vous poser et de l'épisode en général, de ce fameux combat de Vegeta. Je suis sûr que vous l'avez tous énormément apprécié. Là, Vegeta était traité de la manière dont il le méritait. Je pense que c'est une bonne question alors sur laquelle je peux conclure ma review, sachant que je vous y apporterai mes propres réponses dans ma review du futur de l'épisode 64. Celle-ci, je vais pas manquer le coche, elle va être diffusée très prochainement sur la chaîne, faites-moi confiance pour cela. Je vous laisse donc sur ces mots, prenez soin de votre futur, en sachant que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et de la commenter un maximum, afin d'agrandir, de développer notre communauté sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.